Bonjour Sylvain Brun. Bonjour. Donc, vous êtes candidat pour la liste Force Vie aux élections européennes du 25 mai prochain. Donc, vous êtes candidat pour la circonscription du Nord-Ouest. Aujourd'hui, nous aimerions aborder un thème que vous avez beaucoup évoqué pour Force Vie sur la dignité. Donc, en fait, j'aimerais vous poser une question toute simple. Parce qu'on emploie le mot dignité un peu à toutes les sauces, donc qu'est-ce que vous entendez par ce mot dignité? Alors, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, parce Oui. que tout le monde parle de dignité. Tout le monde se bat pour la dignité. Les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant. On a une série de droits qui sont sectorisés au nom de la dignité. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous la même conception de la dignité. Pour la conception socialiste marxiste, la dignité humaine, c'est son usage social. C'est-à-dire que tant que vous apportez quelque chose à la société, tant qu'il y a une utilité que vous pouvez mettre dans le panier commun, vous gardez toute votre dignité. À partir du moment où cette utilité est remise en cause parce que vous êtes trop vieux, parce que vous êtes handicapé, parce que, etc., vous perdez votre dignité. La dignité, elle est liée à l'apport de ce que vous faites, de ce que vous avez dans la société. Après, vous avez une autre notion de la dignité qui est plus dans une mouvance capitaliste ultralibérale, enfin en tout cas dans un certain courant de pensée dans cette ligne-là, qui est au contraire liée à votre capacité d'autonomie. À partir du moment où vous n'êtes plus capable de vous débrouiller seul, vous perdez votre dignité. Soit pour un handicap, soit pour une question d'âge. Si vous n'êtes plus capable de vous débrouiller, alors vous n'êtes plus digne. C'est ce qui justifie l'euthanasie, par exemple. C'est ce qui justifie l'eugénisme. Mais c'est aussi ce qui, depuis 1995, à l'OMS, est devenu le nouveau paradigme de l'ONU. Et c'est ce qui a fait qu'on a justifié des tas de politiques de stérilisation dans des pays africains ou d'Amérique du Sud, parce qu'on estimait que les populations n'auraient pas les capacités de se débrouiller. Donc, ce n'était pas la peine. N'auraient pas cet accès à la dignité. Et puis, il y a la conception que nous avons, nous, de la dignité humaine, qui est intrinsèque à la personne. Parce que vous êtes un être humain, vous avez cette dignité, quel que soit votre état. Que vous soyez encore un embryon, que vous soyez grabataire, que vous soyez handicapé, que vous soyez diminué, que vous soyez dans un état de dépendance, que vous soyez dans le coma, vous gardez votre dignité. Gardez votre... Voilà, parce qu'elle est propre à la personne humaine. C'est ça la dignité. Le fondement, déjà, de la dignité humaine. C'est attaché à la personne, quel que soit son état. Alors, la dignité humaine, une fois posée cette intangibilité, elle recouvre un certain nombre de paramètres qui sont constitutifs de la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un ajout, ce n'est pas une loi qui décide que vous êtes digne, que vous avez cette dignité, ou qu'on va ajouter à la dignité telle ou telle prérogative. C'est ce qui fait que vous êtes homme ou femme. C'est en regardant, en contemplant l'homme, en comprenant qui il est et quels sont ses besoins, que l'on découvre quelle est sa dignité. Ce n'est pas une loi qui est proposée, c'est un état de fait. Or, il y a des choses fondamentales, comme tout d'abord le droit au respect de la vie, qui sont, puisque la dignité fait partie de la vie, le respect de la vie fait partie de la dignité. Le but de toute vie humaine, c'est de s'accomplir, c'est d'être heureux, c'est de s'épanouir. Et pour ça, il y a un certain nombre de passages obligés, je dirais, qui, s'ils sont diminués, s'ils sont entravés, compromettent cet épanouissement. Par exemple, la capacité de se mouvoir soi-même, la capacité de décider, de responsabilité, la capacité de choix, donc de discerner. Par exemple, si pour poser un acte libre, pour être libre, pour avancer librement, vous avez besoin de connaître les tenants et les aboutissants des choses. À partir du moment où on vous fait de la désinformation,
on vous prive de votre liberté, parce que vous n'êtes plus capable de choisir en connaissance de cause. Et ça, c'est une atteinte grave à la dignité humaine. Or, actuellement, la désinformation médiatique et la désinformation politique sont des atteintes fondamentales à la dignité humaine. Il y a dans la dignité le principe de base aussi, qui est le principe vital. Vous pouvez avoir toutes les belles pensées du monde, vous pouvez avoir toutes les capacités de discernement du monde pour exercer votre liberté. Si vous n'avez pas le minimum vital, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de manger à votre faim, si vous n'êtes pas capable de vous loger correctement, vous ne pouvez pas poser les actes libres de votre dignité, d'accomplissement de votre choix, etc., etc. Donc il y a ces éléments fondamentaux. Ce qui veut dire que toute politique doit défendre, promouvoir ces libertés. D'une part, ça veut dire qu'elles doivent être intouchables, sanctuarisées, pour employer encore un terme en vogue actuellement, sanctuarisées. Mais d'autre part, ça veut dire que quand ce qui constitue la dignité humaine est entravé chez certaines personnes, parce qu'elles sont plus faibles que les autres, alors il faut tout faire pour leur rendre les moyens d'exprimer convenable à leur dignité, justement. On ne perd pas sa dignité parce qu'on est incapable d'eux, parce qu'on est trop faible, parce qu'on est trop âgé. Par contre, il y a des choses dans notre vie, dans le quotidien de notre vie, des fondamentaux qui peuvent être atteints et qui, du coup, entravent la dignité. Mais ce n'est pas une perte de cette dignité-là. Et ce que nous avons à faire, et ce que Force Vie veut faire, c'est remettre ces fondamentaux-là de la dignité humaine comme clé de lecture de l'ensemble de la politique française et européenne. D'accord, mais ne pensez-vous pas que la priorité, ce serait de résoudre la crise économique d'abord? On ne résoudra la crise économique que quand on résoudra la crise anthropologique. C'est-à-dire qu'il est illusoire de prendre des mesures économiques si on ne sait pas ce qu'il faut concrètement pour l'homme. Il est illusoire de vouloir fonder une politique économique et financière si on ne sait pas ce que cette politique a comme conséquence pour l'homme. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Est-ce que c'est uniquement d'avoir du travail ou est-ce que c'est d'avoir un certain travail? Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Est-ce que c'est uniquement d'avoir de l'argent pour vivre ou est-ce que c'est ce qu'il va faire de cet argent? Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Est-ce que c'est de gagner toujours plus ou d'être toujours plus? Tant qu'on ne saura pas qui est l'homme, tant qu'on ne le remettra pas comme une priorité, comme une clé de lecture, tout ce qu'on fera, ce sera un pansement sur une jambe de bois. Je prends un exemple très, très simple. Aujourd'hui, on nie cette fameuse théorie du genre qu'on voit à l'école et qui vient nous dire que vous n'êtes pas homme, que vous n'êtes pas femme, que vous pouvez choisir, que ceci, que cela. Concrètement, quel est le résultat concret? Que ce soit du plus jeune âge ou bien au bout de 20, 30, 40, 50 ans. Le résultat, c'est que vous ne savez plus qui vous êtes. Concrètement, la personne est déstructurée, déstabilisée, et elle est forcément mal dans sa peau. Parce que on est en train de donner à une personne déstructurée une identité qui n'est pas la sienne. Ou plus exactement, on lui dit qu'il n'a pas d'identité particulière. Ce qui veut dire que quand cette personne va avoir besoin de trouver ce qu'il lui faut réellement, il lui sera impossible de choisir réellement ce qu'il lui faut. Quand vous avez une population entière qui est déstructurée, à qui on dit vous n'êtes pas ce que vous êtes ce que vous n'êtes pas, évidemment il y a un malaise qui se crée, et ce malaise-là suppose une compensation, parce que c'est comme ça, l'homme ne supporte pas la souffrance, et il cherche des palliatifs. Soit il cherche à résoudre sa souffrance définitivement, donc il va chercher à savoir ce qui est bon pour lui et ce qu'il lui faut, soit il va chercher des palliatifs. Alors, la drogue, le sexe, mais aussi la consommation. Et déstructurer la personne humaine, c'est pain béni pour la société de consommation. Du coup, vous avez une société de consommation galopante, et alors, si vous ne voyez pas que le problème, il est en amont, dans la déstructuration de la personne, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire une politique de consommation pour répondre à la demande galopante des personnes, et vous n'avez résolu aucun problème. Et du coup, en quoi l'Europe peut-elle être motrice en matière de dignité humaine? Déjà, qu'elle commence par ne plus être motrice en matière de déstructuration de la personne humaine. C'est-à-dire? Si vous regardez bien,
que ce soit le gender, que ce soit l'euthanasie, que ce soit l'avortement, la plupart des avancées se font par jurisprudence de la Cour européenne. C'est-à-dire que parce que les valeurs fondamentales européennes sont devenues relatives, c'est-à-dire que la personne humaine n'est plus intangible et intouchable, alors se mettent en place petit à petit des arrêtés de la Cour qui font jurisprudence, dans lesquels les États sont condamnés, parce qu'ils ont refusé le mariage à tel couple homosexuel, parce qu'ils ont refusé l'euthanasie à telle personne. Et ça crée des jurisprudences qui emballent la machine. Donc déjà, commençons au niveau européen par reposer les fondamentaux. Qui est l'homme? L'homme, c'est un être intouchable, qui a une dignité propre, parce que l'homme, ça n'est pas un être virtuel inventé de toutes pièces. Ça, c'est déjà la première chose. Arrêter cet engrenage de déstructuration de la personne humaine. Ça veut dire aussi avoir une politique inverse de promotion de la personne humaine, de la dignité, de la famille, donc de responsabiliser, d'avoir une politique de sensibilisation sur la vérité de la personne humaine, sur les dangers que peuvent représenter telle ou telle manipulation alors génétique, biologique, eugénique, sur certaines dérives de l'euthanasie. Très concrètement, quand on voit qu'en Belgique, on en est à favoriser l'euthanasie des mineurs, quand même un pas qui a été franchi, qui psychologiquement devrait être une sonnette d'alarme, et pourtant on ne l'attire pas. Pourquoi on ne l'attire pas? D'abord parce que c'est endormi dans l'ensemble, et puis parce qu'on ne comprend plus les tenants et aboutissants des choses. On se fonde uniquement sur « il souffre », c'est ce que je disais tout à l'heure, « il souffre, on arrête la souffrance ». On jette le bébé avec l'eau du bain, en fait. Autre chose, peut-être déjà changer les fondamentaux de l'Europe. C'est-à-dire avoir le principe de dignité comme fondamental, mais si on a ce principe de la dignité humaine comme fondamentale, ça veut dire qu'on a la responsabilité de chacun comme valeur fondamentale. Donc redonner aux Européens, aux citoyens européens, la maîtrise de leur avenir. Il y a eu par exemple une initiative incroyable qui s'appelle Un de nous, qui a été impulsée par Grégoire Pupin par exemple, qui a reconnu, donc pour la défense des embryons, qui a recueilli 2 millions de signatures. 2 millions au niveau européen, ça ne s'est jamais vu. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 millions de signatures? Est-ce qu'on va, comme les 700 000 signatures du CESE en France, les balayer? Ou est-ce qu'on va reconnaître qu'il y a une véritable action, volonté, responsabilité du peuple? C'est-à-dire, est-ce qu'on va revenir à une démocratie directe? Est-ce qu'on va redonner la parole au peuple, qu'il se reprenne en main? Ce serait déjà un signe fort et une évolution fondamentale. Redonner la main aux citoyens, déjà. Pour favoriser la dignité humaine, il y a tout un ensemble de dynamiques qui se mettent en place, de mouvements qui avancent. Nous, ce que nous souhaitons, c'est créer un groupe à Strasbourg, un groupe de députés dont le cœur de l'action soit la défense de la dignité humaine, la défense de la vie, de façon à éviter l'emballement dont je parlais tout à l'heure, mais aussi à promouvoir la vie, promouvoir la famille, responsabiliser les États, les personnes face à la vie, face à la dignité humaine, et en fait inverser la tendance. Et au moins remettre comme question l'homme. Qu'est-ce qu'on fait de l'homme? Une Europe qui est en train de se construire, plus exactement de se déconstruire depuis des dizaines d'années, c'est une Europe qui utilise l'homme comme un pion. Alors, il y a peut-être la volonté de certains d'utiliser l'homme comme un pion, parce que c'est aussi une certaine idéologie, et puis il y a la machine laissée à elle-même. L'Europe tourne à vide, et les lois sont votées sous la pression de lobbies, elles se mettent en place un peu, on ne sait trop comment. C'est assez aléatoire, c'est un peu comme un bateau livré à lui-même, parce qu'il n'y a pas de sens politique, parce qu'il n'y a pas de valeur fondamentale derrière. Et ce qu'il faut vraiment, c'est redonner un sens profond à l'Europe, et qui
qui passe par la dignité humaine. Donc le rappeler, le dire, et encore une fois, pour employer un terme très en vogue, il faut sanctuariser ça. Donc sanctuariser la dignité humaine et la mettre comme socle. Donc merci beaucoup Cyril Brun et merci à vous de nous avoir suivis.